Ce festival nous fait confiance pour la 3e année consécutive et nous leur adressons toute notre gratitude pour cette belle collaboration qui prend racine sur notre île. Nous souhaitons également remercier très chaleureusement la collectivité de Saint-Martin, la médiathèque de Concordia, le 978 Sanctum Lounge pour leur soutien solide et indispensable à la réussite de cet événement littéraire. Un immense merci également à vous, cher public. Votre présence ce soir montre à quel point la culture, les mots et les histoires des Amériques trouvent un écho vivant à Saint-Martin. Nous avons la grande joie d'accueillir Gisèle Pineau, dont les livres donnent voix aux mémoires, aux combats et aux rêves des Caraïbes. Et nous remercions tout spécialement Daniel Saldana, écrivain mexicain, qui a accepté avec une grande générosité de rejoindre cette escale littéraire à la dernière minute. Notre invité initial, Miguel Bonnefoy, n'a pu faire le déplacement pour des raisons de santé. Nous lui envoyons ce soir nos pensées les plus chaleureuses et souhaitons son prompt rétablissement. Merci. Je tiens aussi à remercier la Librairie des Îles, avec qui nous avons le plaisir de collaborer ce soir. N'hésitez pas à vous rendre à leur table pour acheter les ouvrages des auteurs, échanger avec eux et faire dédicacer vos livres à l'issue de la rencontre. La discussion de ce soir, animée par la talentueuse Marie-Alice Mouchard, portera sur le thème héritage, traces et empreintes. Pour ouvrir cette soirée, je souhaite citer une phrase de Gisèle Pineau, tirée de Ali Soleil Noir, qui nous rappelle la puissance de la création. Me suffit de danser pour éloigner les ténèbres. Que les mots et les échanges qui nous rassemblent ce soir soient cette danse, une danse qui éclaire, qui relie et qui inspire. C'est avec une immense joie que je déclare officiellement ouverte la 3e édition du Festival des Écritures des Amériques à Saint-Martin. Très belle soirée à toutes et à tous. Merci. Sabrina, c'est presque intimidant de prendre la parole après toi. Alors j'avais préparé des remerciements, mais elle a tout dit. Je voulais singulièrement te remercier, toi et toute l'association et tout le travail qui est fait en amont, parce que ça fait des semaines qu'on prépare cette escale. Il a fallu repréparer de nouveau, puisque effectivement, pour les raisons que tu as évoquées, avec l'absence de Miguel, les choses se sont un petit peu bousculées depuis vendredi dernier. Daniel nous a fait l'amitié et la générosité de dire oui tout de suite. Donc c'est très précieux pour nous, d'autant qu'il parle français que je ne parle pas espagnol, donc c'est d'autant plus. Alors il va vous dire qu'il parle un français qui n'est pas hésitant, qui est rouillé, mais il parle très bien français. Et vraiment c'est un grand plaisir d'être là, d'essayer de vous faire passer une bonne soirée avec une modération. Alors moi je suis prof, mais on va essayer de ne pas faire la prof ce soir, hein, c'est pas du tout le but. Je voudrais une discussion un peu libre et puis surtout vous donner envie, si vous ne les avez pas encore lus, de découvrir les univers respectifs de Gisèle et de Daniel. On va s'appeler comme ça ce soir, ça vous va, hein? On ne va pas donner du madame et du monsieur. Et puis voilà, je voudrais donc avoir d'abord un focus sur l'œuvre de Gisèle. On parlera ensuite du roman de Daniel. Et puis après, essayer de faire justement les ponts entre leurs deux œuvres, parce que la vie est toujours bien faite, c'est-à-dire qu'avec Miguel, on avait imaginé le duo parce que ça collait parfaitement. Et quand on s'est posé la question, j'ai dit à la présidente de l'association du Festival d'écriture des Amériques, on ne change rien, tu changes la photo, on change le titre, bien sûr, et ça va marcher quand même, parce que finalement, on a des thématiques qui sont communes, et puis il y a des points vraiment d'ancrage qui permettent de faire le lien entre les deux. Et après, surtout, le plus intéressant, je crois, c'est qu'au-delà de mes questions, ce seront les vôtres qui seront les bienvenus. Donc on se réservera un petit temps d'échange, vous pourrez poser presque toutes les questions que vous voudrez. D'accord ? Alors Gisèle, on commence avec votre roman. Je voulais partir de la dédicace et de l'exergue, donc avant même d'entrer dans le roman. La dédicace, c'est à celle, au pluriel, de ma lignée, toutes les femmes de ma lignée, donc, qui pose déjà la question de l'héritage, de l'ascendance, et aussi des figures féminines. Donc d'emblée, on pose le cadre, et juste après
bien l'Exergue, et cet Exergue est un poème de François Cheng, que tu nous as fait l'amitié de lire lundi soir à la soirée de lancement du festival, dans lequel se trouve en fait le titre de son roman et l'explication du choix de ce titre. Si vous permettez, à moins que tu veuilles le lire. Oui, je peux le lire. Je peux le lire, hein. Il y a un livre là. Oui, ah bah, très bien. Parce que le poème est magnifique, et ça explique aussi le choix de cette vie privée de lui. Avec le micro. Ah oui. Alors, merci de votre présence. C'est toujours difficile de sortir de chez soi. Moi-même, je suis très casanière. Alors vraiment, je sais l'effort que vous avez fait pour venir ici à la médiathèque. Je suis une grande lectrice de François Cheng. Et quand j'ai lu 5 méditations sur la mort, autrement dit sur la vie, j'ai eu une grande inspiration. J'ai dit voilà, ces mots-là ont résonné très fort en moi et ont dessiné un petit peu les premiers traits de mon personnage, Avantiné. À ce qui revient et ne s'en va plus, à ce qui revient et se fond dans le noir, à chaque étoile perdue dans la nuit, à chaque larme séchée dans la nuit, à chaque nuit d'une vie, à chaque minute d'une unique nuit où se réunit tout ce qui se relie, à la vie privée d'oubli, à la mort abolie. Ça résume vraiment absolument mon histoire, tu comprends, avec Agontimé qui revient sur cette terre. Tout à fait. Alors ça permet de démarrer peut-être avec le projet narratif de ce roman. Quand je l'ai lu, moi j'ai été très frappée par à la fois la superposition des différentes destinées féminines et en même temps l'entrelacement, parce que c'est pas juste un catalogue et une compilation, leurs vies sont entrelacées sur plusieurs générations, dans différents espaces. On est dans une navigation temporelle, spatiale, et toute cette navigation va dire les héritages, les traces, les empreintes, d'où la thématique, que laissent à la fois les mauvaises décisions, les mauvaises rencontres, les mauvaises parts de l'histoire coloniale, mais elle dit aussi le récit des retrouvailles, les joies et malgré tout les réparations. Et je voulais, pour commencer, vous demander comment est né ce projet, qu'est-ce qui a présidé à ces histoires, d'où c'est sorti. Il y a tellement de sources d'inspiration, tellement de chemins qui m'ont mené à écrire ce roman. Peut-être que je peux dire que j'ai commencé par le test ADN que j'ai réalisé en 2010. Un test ADN qui, d'un seul coup, me donne une origine. Le Nigeria, à 72%. Et d'ailleurs, c'est ces résultats que j'ai prêtés à l'une de mes héroïnes. Quand j'ai découvert ce résultat, 72% du Nigeria, je me suis dit, voilà, je peux peut-être m'inventer une ancêtre. Puis ça ne sera pas mon ancêtre, ça sera l'ancêtre d'un personnage de mon roman à venir. La vie privée d'oubli, c'est ce long chemin où je me pose la question de qui je suis en tant que Guadeloupéenne, en tant qu'afro-descendante. Et c'est une question qui revient dans toutes mes rencontres. Toutes les personnes que je rencontre d'ici ont un questionnement au niveau de l'identité, de l'origine, des racines, des ancêtres. On parle beaucoup des ancêtres. Et c'est important de parler des ancêtres parce que pendant des décennies, il y a des générations qui ont refusé de parler des ancêtres. Et trop longtemps, j'ai entendu, dans mon enfance, l'esclavage c'est le passé, c'est fini, il ne faut pas s'intéresser à ça. Trop longtemps, moi-même j'ai imaginé mes ancêtres esclavagisés comme des ombres dans les champs de canne et dans les habitations, sur les habitations, des gens qui ont été considérés comme des manches de pioche
des gens qui ont été considérés comme des machines-outils dans les champs de canne, de cacao, dans les Caraïbes, aux Amériques. Alors j'ai voulu, c'était un peu ce cheminement, j'ai dit mais comment remonter, comment faire que ce roman ne soit pas un roman consacré uniquement à un temps passé de l'esclavage. Et j'ai voulu que ce livre soit vraiment en résonance avec l'actualité, avec le présent, avec ce qu'on lit dans les journaux, les faits divers. Et j'ai pensé aux mules, aux filles et aux garçons, aux jeunes Antillais, Caribéens, Guyanais. On voit tout le temps des entrefilets, des reportages sur cette question, des mules qui transportent dans leur corps des capsules de cocaïne. Alors j'ai dit voilà, peut-être ce sont des, comment dire, ce sont des errances en fait. Je chemine de cette manière-là et puis petit à petit le roman va se construire dans mon esprit. Alors relier le passé au présent, c'était très important pour moi parce que, à mon avis, les temps sont toujours mélangés. Aujourd'hui, les temps sont toujours mélangés. On est dans le passé, mais on est dans le futur, mais on est là en même temps. Et donc, en parler de ces filles, de cette jeunesse, hein, d'une partie de la jeunesse hyper connectée, et puis peut-être qui se perd parce que vous voyez les deux héroïnes, les deux amies. Elles fréquentent des garçons qui ne sont pas vraiment fréquentables et qui les entraînent dans des mauvais chemins. Et elles offrent leur corps à tout ce que ces garçons demandent. Non seulement le sexe, mais aussi leur corps va servir de réceptacle aussi. Leur corps va transporter, et leur corps va être souillé, et leur corps va être meurtri, et elles vont même risquer de mourir, parce que dans ces traversées-là, rien n'est acquis, rien n'est sûr. Beaucoup meurent, beaucoup voient ces capsules de cocaïne exploser dans leur corps. Alors, voilà, mêler le passé au présent. Et le prétexte, c'est que mon héroïne va tomber dans une forme de coma, et c'est ce coma qui va lui ouvrir une porte et un chemin dans une autre dimension où son ancêtre va lui parler. Parce que il y a une question qui me taraude vraiment. Ces ancêtres qui se sont battus pour la liberté de leur liberté et celle de leur descendance, s'ils revenaient aujourd'hui, de quelle manière considéreraient-ils leur descendance? Je m'interroge, je me dis, mais qu'est-ce que mon ancêtre va me dire si elle revient? Elle va dire, c'est ce que vous avez fait de cette liberté-là, si chèrement acquise. Alors, voilà, c'est une conversation entre le passé et le présent, entre ceux qui nous ont précédés et qu'on a niés dans leur humanité, ceux qui n'ont pas été reconnus, qui ont été oubliés trop longtemps. On a dressé la statue de Victor Schœlcher, qui était un abolitionniste, c'est certes, mais on a complètement occulté tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage et qui se sont battus chaque jour pour pouvoir se libérer. Ce n'étaient pas des moutons comme ça, ce n'étaient pas des robots, c'était des êtres humains. Et vous savez, l'origine de ce livre aussi, c'est l'idée qui a été véhiculée, à mon sens, trop longtemps, que nous, Caribéens, nous sommes nés soit dans la cale du bateau négrier, Caribéens afrodescendants, soit dans la cale du bateau négrier, soit sur les plantations. Que nos ancêtres sont arrivés nus, mais nos ancêtres ne sont pas arrivés nus. C'était des êtres humains, donc ils avaient un cerveau. On a tenté de les dépouiller de leur culture, de tout ce qu'ils étaient, mais c'était des êtres humains. Alors, ils n'avaient pas de
peut-être de vêtements, il y avait peu de choses, mais leur histoire ne démarre pas sur la plantation des maîtres et des colons. Leur histoire démarre en Afrique. Et j'ai voulu remonter avant la traversée. Et le personnage d'Agontimé que vous découvrirez en lisant La vie privée d'oubli, vous verrez qu'elle avait commencé sa vie de femme au Dahomey. Elle avait commencé sa vie de femme. Elle était mariée, elle avait un enfant. Et elle a été rasiée. Et donc, le challenge pour moi en écrivant ce livre, c'était établir un arbre généalogique. J'étais très ambitieuse. Parce qu'il fallait mêler la grande histoire aux petites histoires et évoquer un petit peu la filiation d'Agontimé sur le continent africain, sa filiation quand elle arrive en Guadeloupe, où d'ailleurs elle est débaptisée, on l'appelle Eugénie, on lui enlève son nom, elle doit apprendre la langue de créole, elle n'a plus sa langue, mais c'est une femme qui va tomber dans une forme de mélancolie. Vous savez que j'ai été infirmière en psychiatrie et quand j'ai un personnage, quand un personnage prend forme dans mon esprit, il y a tout ce côté psychologique que je ne mets pas de côté. Et donc, je me suis vraiment mise dans la peau de cette Agontimé qui est rasiée, qui est dans la cale du bateau, puis qui est vendue en Guadeloupe. Et j'ai imaginé la mélancolie. Aujourd'hui, bon, on peut dire dépression aujourd'hui, vous voyez, mais c'est une femme qui n'accepte pas sa vie, qui n'accepte pas d'être réduite à l'esclavage, qui n'accepte pas cette vie et qui ne veut pas non plus donner cette vie à ses enfants. Elle aura 4 enfants. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire parce qu'il y a beaucoup de choses qui, d'un seul coup, arrivent et puis sont surprenantes parce que c'est la vie aussi qui est pleine de surprises. Alors, c'était important pour moi de montrer la grande histoire à travers les personnages et la descendance d'Agontimé. Et en même temps, d'évoquer des moments. Tout à l'heure, je discutais avec M. Gums et il me parlait des poilus de Saint-Martin. Alors, je dis, waouh, les poilus de Saint-Martin, il a écrit un livre sur ce sujet. Alors, voilà, ces hommes qui sont partis sur le continent européen, qui venaient de la Caraïbe, qui avaient été descendants d'esclaves eux-mêmes, et qui allaient se battre pour les descendants des maîtres, dans des combats qui ne les concernaient pas. Et M. Gums me disait, m'apprenait qu'il n'y avait même pas un monument aux morts à Saint-Martin pour ces hommes qui ont laissé leur vie dans les Dardanelles. J'évoque les Dardanelles dans mon livre, parce qu'il y a des descendants d'Agontimé qui sont allés dans les Dardanelles. J'évoque tous ceux qui sont allés aussi creuser le canal de Panama. J'évoque tous ceux qui sont allés se battre dans la Première Guerre mondiale, dans la Seconde Guerre mondiale, tous les dissidents. Voilà, c'était important pour moi de brasser large et de montrer cette descendance et d'imaginer cette femme jusqu'à aujourd'hui avec cette descendante, Yael, qui se perd, qui se perd dans notre monde hyper connecté. Merci Gisèle. Je trouve ça fabuleux parce que quand vous dites que c'est un challenge, je trouve que vous l'avez merveilleusement bien réussi, au sens où vous n'avez pas livré justement un récit linéaire, chronologique. On n'est pas sur, on passe les épisodes les uns après les autres, on passe les étapes. Il y a vraiment cet entrelacement que je trouve très habile et qui passe surtout par la structure de l'œuvre. C'est-à-dire que vous avez choisi de construire un triptyque. Il y a une triangulation en fait géographique, mais qui est en fait spatiale, temporelle, et tous les personnages se mêlent, se rencontrent. Alors, vous avez répondu à ma question, je vais la reformuler quand même pour montrer le sens, la cohérence, mais voilà, plutôt qu'une structure qui était centrée sur des personnages, ce qu'a choisi de faire Daniel par exemple, là vous avez fait le choix d'une construction chorale en fait, mais avec des parties qui disent aussi tout ce qu'elle vient de nous dire sur l'histoire et sur les ancêtres, parce que la première partie c'est Paris, la deuxième c'est Ouida, et la troisième c'est Guada. Et donc finalement,
on parle de triangulation et ça rappelle évidemment les mauvais souvenirs du triangle aussi de l'époque. Et donc dans ces 3 parties, les femmes se croisent. Alors il y a d'autres personnages, il y a des personnages masculins aussi, mais il y a quand même beaucoup de femmes, celles de la lignée et toutes les autres. Elles se disputent, elles se séparent, elles se retrouvent, elles s'entraident, mais tout ça se fait sous l'œil de Aglantimé, qui est en surplomb et qui va donner sa voix, et sa voix va se répercuter, elle va venir percuter aussi la vie de Yael, effectivement, et Yael va se faire le porte-parole de cet ancêtre. Et donc je voulais vous demander pourquoi vous aviez choisi cette organisation, mais en fait vous avez répondu, vous avez anticipé ma question, donc merci beaucoup. J'ai trouvé ça très intéressant et vous parliez de challenge, mais je pense que ça n'a pas été facile à faire parce que moi-même j'ai pensé à un moment essayer de faire une sorte d'arbre généalogique et j'ai dit non, on va laisser comme ça parce que finalement il n'y a pas besoin de savoir exactement qui est le fils de qui. On comprend en fait que ce sont des destinées qui sont entrecroisées. J'ai peut-être appuyé sur quelque chose. Merci, oui, voilà. Et les entrelacements de destinées, la façon dont un événement percute un autre, je trouve que c'est très habilement fait et la construction est vraiment très intéressante. Alors je voulais parler des personnages, on a dit qu'il y avait beaucoup de femmes, elles sont souvent marginalisées et prises avec des choix de vie qui sont des choix difficiles. Alors j'ai noté le fait de devoir abandonner un enfant, le fait d'être se retrouver enceinte sans l'avoir vraiment cherché, d'avoir vécu l'esclavage, d'avoir subi l'esclavage, d'avoir subi des abus sexuels, d'avoir été adoptée mais ne l'avoir su que très très tardivement, des violences aussi dont vous parliez tout à l'heure, les violences faites au corps mais aussi des violences faites à l'esprit, et on est dans des tourmentes qui sont incessantes. Donc on pourrait penser, et en plus le roman est long, que ça va être lourd, que ça va être pénible, mais je trouve qu'il y a de la lumière tout le temps dans ce que vous proposez, malgré tout. On va au-delà, c'est très dur par certains moments. La scène d'ouverture, les mules, elle ouvre son roman sur les mules, et vous décrivez, hein, sans faire peur, les choix qui sont faits, ce qu'on impose au corps, et la façon dont ça peut aboutir à une catastrophe véritablement, puisque le personnage a failli mourir. Mais derrière ça, il y a quand même l'idée que bon, on fait quelque chose de ce passé. Et donc la question que je voulais vous poser ensuite, c'était, quand on a un passé comme ça qui ne passe pas, qui est là, qui tourmente, est-ce que pour un... Je pense que oui, mais est-ce que pour un romancier, c'est quand même un bon matériau? Ah oui, tout à fait. En fait, ce livre, c'est la question de l'oubli. Je ne savais pas au commencement, quand j'ai débuté l'écriture de ce roman, mais j'ai vu, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que le thème, c'était l'oubli. Et que on oubliait, on avait du mal à oublier pour des afrodescendants, pour des gens qui avaient subi des génocides, pour des peuples qui avaient été opprimés, leurs descendants avaient beaucoup de mal à oublier. Et l'actualité est venue me conforter dans cette idée que j'étais sur le bon chemin. Quand j'ai entendu le pape demander pardon aux populations indigènes au Canada. Et c'était au moment où j'écrivais ce livre, d'ailleurs j'en ai parlé avec Daniel, je lui ai dit, tu vois, l'actualité vient nourrir ce que l'on écrit. Et on parlait des coïncidences, de tout ce que... Parce qu'on peut-être qu'on est un peu plus affûté, on est un peu plus attentif aux signes. Et on a tout vient nourrir le roman, en fait. Tout vient nourrir le roman. Alors, on retrouve d'ailleurs ce passage où il y a un des personnages entend le pape demander pardon aux indigènes, et la grand-mère dit à Yael, écoute, pourquoi ils sont encore en train de souffrir? Tu vois, ils sont encore en train de souffrir pour des choses qu'ils n'ont pas eux-mêmes vécues. Et la mamie dit, pardon, pas guéribos. Pardon ne guérit pas les bosses. Alors c'est ça. Nous avons les esprits qui se manifestent. Alors, vous savez, c'est pas facile d'expliquer ce qu'on a écrit. Parce que l'écriture, c'est quand même un exercice un peu magique. On ne maîtrise pas tout. Les choses arrivent, les personnages imposent leur voix et leur trajectoire. Donc là, j'essaye
répondre de mon mieux en utilisant le vocabulaire adéquat, mais en fait, l'écriture, pour moi, ça a toujours été déjà un don extraordinaire, mais en même temps une traversée. Tu vois, Daniel, quand je rentre dans un livre, c'est comme si j'entrais dans une forêt. Alors je ne sais pas ce que je vais rencontrer, parce que tout n'est pas construit, tout n'est pas bâti. Il n'y a pas un plan, je ne suis pas un plan. Voilà, c'est pas une dissertation. Ce n'est pas une dissertation. Et donc il y a des personnages qui arrivent comme ça, qui débarquent. Alors des fois ils prennent de l'importance, ils prennent de la place, d'autres fois ils disparaissent, ils m'embarrassent, je les fais prendre un avion, au revoir, adieu, ciao. Mais en fait c'est un exercice où il faut être dans une vigilance, tu me diras ce que tu en penses, dans une vigilance de ce qui vient, de ce qui surgit, même si c'est un petit mot, des fois une virgule vous fait changer complètement de chemin. Alors voilà, donc j'essaye d'expliquer, mais je pense qu'il faut lire. Parce qu'en fait, moi j'ai écrit, et le lecteur, les lectrices vont s'emparer de l'histoire et puis se laisser emporter. Il faut se laisser emporter quand on entre dans un livre. Voilà, c'est un univers qu'on vous propose. Tout à fait. Et il faut se laisser emporter. Bon, je discute parce que c'est l'exercice, je suis obligée, mais ce n'est pas vraiment mon talent. Mon talent, c'est de raconter des histoires et de donner vie à des personnages et de les rendre vivants et d'émouvoir les gens qui vont lire, qui vont entrer. Et en même temps, ça me permettra de tisser un fil comme ça, de tirer un fil avec les gens que je ne rencontrerai jamais, et établir quelque chose. Voilà, et c'est un peu, voilà, peut-être mon rôle sur cette terre, tisser des liens comme ça. Est-ce que tu veux répondre ? C'est toujours comme ça, il faut être très attentif à des petits signes qu'on trouve en écrivain, parce que c'est toujours les détails où on trouve une nouvelle histoire à raconter. Oui. Et je trouve que finalement votre ouvrage il est à la fois très romanesque, vraiment à plein d'égards. Ça nous emporte, hein, on est pris dans le fil de toutes ces histoires, et en même temps on le sent très documenté. Alors vous disiez que vous avez été infirmière en psychiatrie, donc j'imagine évidemment qu'il y a une part aussi d'expérience, d'expertise. Je pense aussi que vous avez documenté votre travail, parce qu'il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas être imprécis. Je voulais juste lire quelques lignes qui résument aussi, je pense, aussi tout l'esprit de l'intention du roman, à propos de ces blessures invisibles. Un des personnages dit qu'elle parle de cicatrices invisibles, de la façon dont les choses se transmettent, s'imprègnent dans les corps, touchent les corps. Et finalement, vous disiez que le thème, c'était le thème de la mémoire et de l'oubli, mais c'est aussi le thème, moi je crois, de la souffrance, de la folie qui peut s'emparer, et qui est souvent liée à tout ça qui nous dépasse, et dont on n'imagine même pas, parce que parfois c'est à des générations au-dessus, et aussi comment le corps peut être touché malgré lui. Alors, c'est page 312. Quelque chose s'est produit, faisant remonter brutalement le passé d'esclavage et provoquant des hallucinations intrapsychiques, auditives, visuelles et synesthésiques. Un temps, ces hallucinations ont interféré comme un baume réconfortant, cela afin d'échapper à l'épisode stressant. Si le corps a été réparé, il s'agit maintenant de restaurer l'esprit. Et c'est vraiment quand elle a cette bouffée délirante, consécutivement donc au fait que la cocaïne a envahi son corps, et le corps se ferme, elle devient mutique, totalement mutique, et comme, je ne sais pas si quel est le mot utilisé en oui, elle est dans une sidération absolument, elle ne peut plus parler, elle a le regard fixe, et finalement on se rend compte après que c'est une sorte de réponse du corps, et j'ai trouvé ça fascinant de voir comme le corps parle, et ça c'est très contemporain aussi, on sait maintenant qu'on a des mots modernes, MAUX, qui sont les mots du dos, hein, parce qu'on en a tous plein le dos, on porte beaucoup les mots du dos, et comment le corps finalement absorbe les choses jusqu'au moment où il ne peut plus les absorber. Et je trouvais que c'était très présent aussi dans votre texte, c'était présent aussi dans le texte de Daniel, on y reviendra. Encore deux petites questions, une sur les lieux. On a parlé tout à l'heure du triangle que vous avez créé. Donc la France hexagonale et singulièrement la banlieue parisienne, hein, à travers le personnage d'Annette, le Sénégal et puis d'autres lieux d'Afrique, et puis la Guadeloupe. Alors je voulais lire des extraits, mais je
on va laisser les spectateurs, les lecteurs les découvrir. Mais j'ai trouvé que dans la restitution de ces différents espaces, on y était. Et je voulais savoir quel est le lien que vous entretenez avec ces lieux-là pour pouvoir aussi bien les resituer. On y est, l'ambiance y est, les couleurs y sont, les parfums y sont, la laideur du mur, où le pénis est dessiné en rose et en gros, y est, mais comme les odeurs des épices en Afrique, et j'ai trouvé que c'était d'une justesse folle. Merci, parce qu'en fait j'écris avec mes 5 sens et je me transporte en fait. Je suis assise à ma table de travail, mais je me transporte dans le lieu que je décris. J'ai besoin des mots et des mots précis. Et j'ai beaucoup de mots à ma disposition. C'est ça le génie de la magie de l'écriture. Hein. On a tous ces mots-là. Ils sont là, ils existent. Et donc je me mets dans la peau du personnage. Je ressens comme le personnage. Je travaille beaucoup avec mes 5 sens. Et d'ailleurs, quand j'anime des ateliers d'écriture, je donne souvent cet exercice des 5 sens. Quand des gens me disent, mais on ne sait pas, on n'a pas d'inspiration, on ne sait pas quoi écrire, on ne sait pas par quoi commencer. Mais je dis, mais vous avez vos 5 sens. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Le personnage, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il voit autour de lui? Qu'est-ce qu'il entend? Est-ce que c'est un chien qui aboie là? Il y a des gens qui s'engueulent dans une maison à côté. Qu'est-ce que vous voyez? Le ciel, il est comment? Les arbres, la nature. Voilà. Et puis mon personnage, tout de suite, il est là, mais je lui bâtis une famille. Parce qu'on n'est pas seul. Il y a du monde autour. Il y a toujours du monde autour. Donc c'est ça, le lieu. C'est pas... Voilà, ça fait longtemps que j'écris et peut-être que c'est un exercice qui est facile pour moi de... Tout à fait. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça très, très juste. Et vraiment, ça nous transportait aussi en tant que lecteur dans ces différents espaces. Et autre chose qui est très réussie aussi dans votre roman, je trouve, c'est la qualité des dialogues. Parce qu'on l'a dit, on est dans un monde très contemporain et on peut remonter très loin. On est dans des espaces différents, donc avec des contextes très, très, très différents, très singuliers. Et pourtant, rien ne sonne faux. C'est-à-dire que quand les gamines qui font n'importe quoi parlent avec la langue d'aujourd'hui, ça sonne la langue d'aujourd'hui. Mais quand Agrantime prend du surplomb et veut dire des choses, on entend une langue, voilà, d'ailleurs, ancienne. Ah, merci, j'allais vous parler de ça. Et quand on est en Guadeloupe, on entend le créole, on entend les structures de phrases, même quand elles sont écrites en français, il y a quand même une résonance créole, il y a des créolismes qui affleurent. Et j'ai trouvé ça aussi très, très juste dans la façon de transmettre au lecteur, finalement, ces différents univers, ces différents bains. Voilà, donc je voulais aussi savoir comment... Mais ça procède du même, j'imagine, de la même intention que de vouloir être au plus près, comme les 5 sens. C'est une honnêteté. Je suis en quête d'authenticité dans ce que j'écris. Voilà. Est-ce que cette personne va parler de cette manière? C'est comme utiliser le créole. Si je décris quelqu'un qui est un Français de France, de Souche, je ne peux pas utiliser le même langage. Quand je mets des mots dans la bouche d'Agrantime, c'est un français un peu du 19e siècle, avec des mots de l'ancien français. Je suis obligée de choisir avec beaucoup de soin les mots que j'utilise. Et les jeunes femmes qui sont du 21e siècle, eh bien, voilà, il fallait que j'ai interrogé beaucoup de jeunes, parce que moi je ne suis pas une jeune. J'ai interrogé beaucoup de jeunes et de jeunes femmes. Et puis j'ai beaucoup enquêté aussi dans différents milieux, par exemple même le milieu de la prostitution nigériane aussi. Oui. Ou les salons de coiffure avec les africaines. Ah oui, ça j'ai pratiqué, parce que je suis allée dans les salons de coiffure de Château Rouge. Oui. Et donc avec tous ces gars qui sont à la sortie du métro. Pour haranguer. Donc c'est une question vraiment d'honnêteté, d'authenticité, et puis il ne faut pas être dans la complaisance. Pas mettre des petites expressions créoles pour faire un petit peu exotique, pour faire joli, pour mettre un peu de piment, ça ne m'intéresse pas. Je veux vraiment donner le meilleur de ce que je peux faire à mes lecteurs et à mes lectrices. Donc il y a des mots que j'utilise entre le français et le créole. Le créole est indispensable à certains moments. Ce n'est pas pour faire une écriture exotique, c'est vraiment pour être dans une justesse. Et je disais finalement, je vais conclure sur ça, pour la présentation, que malgré tout c'était lumineux, il y a une sorte de chemin. Il y a quelque chose qui m'a frappé, je m'en suis rendu compte hier soir, c'est que au-delà de tous ces héritages, tout ce qu'on porte, toutes les tourmentes qu'on peut
voilà, avoir dans le corps, sur le dos, dans l'esprit, et parfois de manière très inconsciente. Alors c'est un terreau fertile, c'est vrai, pour écrire, mais j'ai trouvé qu'il y avait 3 mots qui, et curieusement, ces 3 mots commencent par la même syllabe. Ça m'a frappé hier soir, je me suis dit, tiens, c'est étrange. Le pardon, la parole et le partage. Et c'est par tout ça que finalement on dépasse aussi les adversités, et je trouvais que vous donniez corps à tout ça à travers ces destinées féminines. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je voudrais vous présenter maintenant le travail de Daniel Saldana, qui a publié chez Métellier. Alors, j'ai oublié de vous dire, Gisèle a publié le roman chez Lattès, chez Philippe Ray, pardon. J'ai pensé à Jean-Paul Lattès. Chez Philippe Ray, c'est très important aussi, quand on est en littérature, de faire un petit clin d'œil aux éditeurs qui font un magnifique travail d'accompagnement, de soutien, de diffusion. Et chez Philippe Ray, voilà, c'est un travail de grande qualité qui est fait. C'est extraordinaire. Daniel Saldana a publié chez Métellier, donc ça s'appelle La danse et l'incendie. Et lors de la présentation, Nicolas Caro disait, figurez-vous que dans ce roman, il va être question de danse et d'incendie. Donc les deux y figurent. J'aurais pu mettre le sexe aussi, mais je ne sais pas, dans le titre, c'était peut-être moins... T'avais pas envie. Et donc, on va partir de l'exergue aussi. C'est une citation de Malcolm Lowe, qui dit la révolution. Je crois que j'ai arrêté quelque chose. Il faut être patient. Donc c'est un extrait de, je suppose, Vol au-dessus du volcan. La révolution fait rage aussi dans la terra caliente de toute âme d'homme. Ça pose l'horizon d'attente. Hein. On va être dans quelque chose d'incandescent. Et moi, ce roman, je l'ai trouvé incandescent, absolument. Il brûle, il consume les corps, il consume les âmes. C'est la danse et l'incendie, donc c'est le feu, c'est la transe, c'est le sexe et le désir, c'est la folie qui rôde, qui guette. Et finalement, ce titre résume tout. Hein. On est sur une antithèse, mais en fait, pas du tout. Les deux sont extrêmement liés. Alors, le projet narratif, si on peut dire, c'est le récit de semaines de retrouvailles entre 3 amis, Natalia, une femme, et 2 hommes, qui sont Héré et Lapin. Et ça se passe au Mexique, à Cuernavaca. Je ne parle pas espagnol, mais c'est ça. Et donc là aussi, un triptyque, donc le roman est construit en 3 parties, cette fois-ci centré autour des personnages, mais malgré tout, ce sont des points de vue de ces personnages-là qui vont endosser chacun le jeu pour témoigner d'un même, finalement, d'un même moment, d'une même période. Et si on doit résumer, Natalia est chorégraphe, elle est artiste, et elle a pour projet de monter une chorégraphie, un spectacle chorégraphié dans un environnement qui est en train de tomber dans la désolation parce que les incendies cernent et donc asphyxient et étouffent et ont tout cramé en fait. Et elle voudrait y mettre un peu de beauté quand même, elle a des choses à dire par l'expression du corps. La deuxième partie est centrée sur le personnage de Héré, qui est donc son ancien amoureux, un ancien amant aussi, et qui lui a en quelque sorte tourné le dos à l'art, il est un peu désabusé, il est revenu de tout, il a divorcé, il revient chez ses parents, donc en fait c'était des adolescents qui étaient amis, et ils reviennent, ils se retrouvent finalement à l'âge adulte, et puis c'est le roman un peu des désillusions aussi. Les retrouvailles qui ne sont pas toujours à la hauteur de ce qu'on aimerait, des retrouvailles qui ont un petit goût amer parfois, et donc Héré, lui, est vraiment dans une sorte de déambulation, et il va aller au spectacle, il va se faire happer par le spectacle, ça ne va pas très bien se terminer pour lui. Et la troisième partie est centrée sur Lapin, qui est donc un ami commun de ces deux-là. Et Lapin, lui, s'occupe d'abord de son papa, qui est vieillissant, qui est aveugle, mais qui est en même temps très lucide et très visionnaire, ce qui en fait un personnage très attendrissant, très intéressant. Et c'est donc aussi une triangulation finalement entre ces 3 personnages. Là, le lieu est unique, mais les 3 personnages circulent comme ça, et on navigue avec eux dans leur passé, mais surtout dans leur présent, et c'est un présent qui est quand même vraiment anxiogène, compte tenu des événements, mais là pourrait être une réponse. Est-ce que c'était ça le projet? Bon, merci à tous pour être là. Je suis très honoré d'être ici avec Gisèle Pineau à la même table et d'être ici avec vous. Et merci Marie-Alice pour
toujours pour les questions. Et oui, j'ai essayé à écrire un roman sur l'amitié et sur le passage du temps, sur la façon de rentrer chez nous et après quelques années et rencontrer des gens qui nous connaissons depuis longtemps. Et la triangulation, c'était très important parce que moi, j'écris toujours des triptyques. Je ne sais pas pourquoi. Même si j'essaye de faire d'autres choses, je reviens sur les triptyques. Parce que c'est équilibré. Oui, c'est Aristote. mais ici, je ne savais pas au début que ça va être un triptyque. Et j'ai commencé avec la voix de Natalia. Et Natalia est une chorégraphe, mais elle travaille un peu comme moi-même. Moi, je prends des notes, j'ai toujours un carnet, un cahier pour écrire des choses. Et je mélange les choses que je lis avec les choses que je vis, les choses que je trouve dans le monde. Donc, on lit son carnet à travail où elle prépare la chorégraphie. Mais elle parle aussi de ses relations, de ses amitiés, de son amoureux. Et je trouve ça un mélange très intéressant quand on lit les journaux intimes. Je parlais avant avec Gisèle sur les journaux intimes. Et moi, je lis toujours des journaux des écrivains. Et c'est très intéressant pour moi de trouver la façon de mélanger le personnel et le travail dans ces carnets-là. Donc ça, c'était une de ces structures que je voulais répéter dans le roman. D'accord. Et des trois personnages, lequel tu as préféré construire? Lequel t'a le plus intéressé ou lequel t'a donné le plus de fil à retordre finalement? Je crois que le troisième, Lapin. Lapin. Parce que Lapin, c'est la fin du livre et c'est un personnage plus léger. Elle est un peu déprimée. C'est lourd. C'est plus lourd, oui. Et Nathalie est très concentrée, elle est en train de faire sa chorégraphie, elle est décidée, elle sait exactement qu'est-ce qu'elle veut faire. Mais Lapin, c'est plus, je sais pas, c'est plus léger, mais aussi, pour moi, c'était important de parler de la façon de prendre soin de quelqu'un, de prendre soin d'un père, d'un parent. Et souvent, c'est un travail que les femmes font davantage, mais ici, c'est un homme, c'est Lapin, un homme, qui prend soin de son père. Et ça crée une relation très proche. Le père est historien, donc il sait beaucoup sur l'histoire de la ville. Moi, j'ai grandi là, à Cuernavaca, c'est une ville au sud du Mexico, de la capitale. Le climat, c'est pareil ici, c'est humide, c'est chaleureux. Mais en 2019, il y a eu une saison des incendies très, très mauvaise. Et ça m'a frappé beaucoup de rentrer chez moi, de rentrer à la ville où j'ai grandi et de la trouver complètement changée à cause des incendies. D'accord. Je voulais vous demander aussi, parce que hier soir, j'ai croisé une collègue qui est professeure d'espagnol, dont le mari est mexicain, qui connaît bien le Mexique, donc on est allé pour des voyages et des séjours familiaux, et qui me dit « J'ai été très perturbée par cette lecture ». J'ai dit « Ah non ». Et elle m'a dit... Je suis désolée. Non, elle m'a dit en fait, ce n'est pas le Mexique que je connais. Alors je voudrais savoir, qu'est-ce que ça dit du Mexique d'aujourd'hui, ce que tu as écrit? Bon, Cuernavaca, c'est un bon exemple des choses qui ont changé. Excusez-moi.
qui ont changé au Mexique et pendant les dernières années, parce que Cuernavaca c'était un paradis il y a, ça fait 40 ans ou 30 ans quand j'ai grandi là, c'était vraiment, vraiment beau. C'est la ville où Moctezuma, le roi aztèque, avait son palace de vacances, un petit peu. Il avait des jardins là et il allait là pour prendre un congé. Mais après, avec les Espagnols, ça a changé beaucoup. Mais ça restait toujours une sorte de paradis. Il y avait beaucoup de stars de Hollywood qui avaient des maisons à Cuernavaca. Et même le roi d'Iran. Donc c'était une ville particulière. Et maintenant, à cause de la violence et à cause du narco et de tout ça, ça a changé beaucoup. Quand j'ai grandi là, ça a commencé. Quand j'étais petit, Cuernavaca c'était la ville avec la plus haute tasse de kidnapping, de kidnapping. Juste après Medellín, la deuxième. Donc c'était Medellín et Cuernavaca. Ça pose le décor. Oui. Donc, et maintenant c'est encore pire. Mais pas seulement à cause de la violence, mais aussi à cause des décisions de choix qui concernent la ville même. Donc on a trop de centres commerciaux, on a trop de shopping malls, et ça rend la ville vraiment impossible à transiter, à cheminer, parce qu'il y a trop de parking, de shopping malls, et ça a changé beaucoup. Et ils ont tué tous les arbres, ils ont complètement déchiré la ville. Et c'est pour ça que les incendies ont pris de force, parce qu'il n'y a plus des arbres, des forêts autour de la ville. D'accord. Alors justement, dans les thèmes qui traversent le roman, il y a la danse, bien sûr, qui est le fil narratif sur les trois parties et pour les trois personnages. Mais au-delà de la danse, il y a les douleurs physiques, les douleurs psychiques, les désirs contrariés, les amours malheureuses, la création qui est quand même toujours une souffrance, et je crois que vous êtes bien placés tous les deux pour en témoigner, les obsessions, il y a quelque chose qui est très obsessionnel chez Natalia parce qu'elle crée, qu'elle veut, voilà, elle est très concentrée comme tu disais, chez Eric qui lui a des addictions, qui essaie de se soigner, de s'en sortir, mais bon, il est obsédé par le fait d'avoir les médicaments, de pouvoir continuer à se droguer en fait. Et puis l'obsession de Lapin, comme tu dis, il est plus léger, mais enfin bon, c'est quand même l'accompagnement qu'il propose aussi à son papa, et c'est une forme de lourdeur quand même. Il y a les incendies partout, et ça se sent dans la phrase. Les phrases sont un peu oppressantes, il y a un rythme un peu asphyxiant comme ça, avec des phrases soit très courtes et très heurtées, ou des phrases beaucoup plus longues, mais avec une ponctuation très marquée. Et ce matin, on était en rencontre avec des collégiens qui ont travaillé sur la phrase et qui disaient ça, qui disaient on a senti dans l'écriture, même si c'était pas en espagnol, en français en tout cas, c'était rendu. Et voilà, alors la question que je me posais, c'est est-ce qu'il fallait que tu mêles tout ça, tous ces mots MAUX là, de mal, pour créer une forme de réalité dantesque? Est-ce que c'est ça que tu voulais faire, l'enfer de Dante? Oui, c'était un peu le but de l'écriture là. Et c'est vrai que moi, j'ai traversé une étape assez obscure quand j'écrivais ce livre. Maintenant, je suis plus heureux. Tu es guéri. J'aime moi-même. Donc maintenant, j'écris d'une autre façon. Mais à l'époque, j'écris ce roman pendant la pandémie, les premières années de la pandémie, donc 2019 jusqu'à 2021-2022. Et ça m'a marqué parce qu'au début de la pandémie, en fait, j'étais à Londres quand j'ai commencé à écrire le roman. J'avais une bourse pour faire de la recherche à la bibliothèque britannique pour écrire le roman. Donc j'étais en train de lire sur des pandémies, sur des épidémies médiévales. Il y a eu,
je trouvais qu'il y a eu des épidémies de danse, de la danse dans les Moyen Âge. Et c'était une chose de très bizarre, très bizarre, parce que quelqu'un commençait à danser et puis quelqu'un d'autre commençait à danser aussi. Et après quelques semaines, tout le monde, tout le village dansait. Donc, et d'ailleurs, moi j'ai appris un mot, la chorémanie. La chorémanie, c'est voilà, ça. Une sorte de transmission épidémique de la danse. Donc j'étais en train de lire sur ça à Londres et tout coup, la pandémie a commencé. Le Covid a frappé Londres et j'ai dû rentrer au Mexique. Donc je suis rentré chez ma mère à Cuernavaca pour quelques mois et j'étais un peu isolé pendant que j'écrivais le roman. Et je crois que ça, ambiance d'isolation de la pandémie, les incendies, a marqué le roman aussi. Il y a une trace de ça, en effet. Alors, tu écris en espagnol, le roman est traduit en français, là. Est-ce que tu as eu l'occasion de lire des passages, ou de le lire en français? Est-ce que ça dit ce que tu voulais dire? Oui. Sans jeter la pierre au traducteur. Hein. On va pas... Non, le traducteur, François Gautry, le traducteur, il a fait un travail merveilleux. Et cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi. Bon, je me déménage tout le temps, je change de pays tout le temps et je change de vie tout le temps. Donc, quand il a fait la traduction, j'habitais à New York. Et puis, je suis rentré au Mexique et je n'ai pas reçu les exemplaires de mon livre immédiatement. Il a pris quelques mois pour m'envoyer les exemplaires. Donc j'ai lu le livre pour première fois la traduction française et je crois ça fait 3 semaines ou quelque chose comme ça. Donc c'était déjà imprimé, mais j'ai trouvé que c'était très proche à l'original. C'est la première fois que je travaille avec lui, avec François Gautry. J'ai eu des autres traducteurs, traductrices dans le passé, mais il a vraiment réussi à faire la langue, le travail avec le rythme, que pour moi c'est très important toujours, parce que le rythme, et spécialement dans ce roman qu'il s'agit de la danse, je voulais avoir un rythme particulier, un rythme différent de mes autres ouvrages. D'accord. Alors, je voulais terminer sur une note d'espoir quand même, parce que ça a l'air sombre là aussi, mais c'est un peu comme dans le roman de Gisèle. Ce qui m'a frappé, moi, c'est que les derniers mots, c'est « nous partons ». Et finalement, c'est aussi l'élan, l'ailleurs, et se dire, bon, on va quitter ça et on va peut-être pouvoir, même s'il part avec son père qui est moribond, il y a peut-être quand même l'idée qu'on va aller voir plus loin et plus tard, et on va peut-être se sortir de ça aussi. Oui, je crois qu'il y a une fin un peu plus ouverte, mais aussi optimiste. Et je crois aussi qu'il y a une réflexion sur la tendresse parmi les amis, la tendresse parmi les hommes. Donc les triangles, c'est vraiment complet parce que les deux hommes ont une relation aussi un peu érotique quand c'était des adolescents. Et je voulais montrer aussi la tendresse entre les hommes. Pour moi, c'est très important parce que le Mexique, c'est un pays très machista, très homophobe. sexiste, homophobe, mais machista, il y a beaucoup de machistes. Et je crois qu'il faut montrer des autres côtés de la relation entre les hommes. Donc, ça peut être, moi avec mes amis, je suis très, très chaleureux, j'essaie de les embrasser, d'être très proche, et sa tendresse, et de prendre soin des autres, les uns des autres, c'est très important pour moi, et je voulais avoir une note optimiste sur ce côté. D'accord. Merci beaucoup, Daniel. Alors, je voulais juste terminer par une question peut-être à tous les deux pour
vraiment tisser les liens et montrer des passerelles, justement autour des questions d'héritage, de traces et d'empreintes. Est-ce que vous pensez qu'on peut écrire des romans qui n'en contiennent pas? Difficile. Oui, bien sûr, on peut écrire des romans qui n'en contiennent pas. Mais Non, il n'y a pas de mais. Parce qu'en fait, j'écris des romans pour la jeunesse aussi. Il n'y a pas ces questions. Je suis plus dans un temps court. Quand j'écris des romans pour la jeunesse où il n'y a pas des relents du passé qui reviennent hanter les personnages. Non, on peut écrire, bien sûr qu'on peut écrire des romans où il n'y a pas de traces. Mais moi, je creuse toujours le même sillon. J'ai beaucoup écrit sur l'exil, sur les personnes qui partent, qui quittent un monde connu pour arriver quelque part. J'ai exploité ce thème jusqu'à la vie privée d'oubli, où c'est encore des gens qui partent, qui quittent un monde et puis qui ont vraiment des grosses valises à porter et qui s'en libèrent finalement. Parce que c'est ça le but. Moi-même, je crois que j'ai toujours écrit pour me débarrasser d'un passé familial, difficile, d'une enfance aussi qui n'était pas simple. Et voilà, je me suis libérée, je me suis aussi soignée avec l'écriture, en écrivant. vous avez aussi accompagné les autres et vous avez soigné les autres. Oui. Pendant 37 ans, j'étais infirmière en psychiatrie et je suis à la retraite depuis quelques années. Voilà, j'ai fait les deux en même temps, écrire et puis m'occuper des personnes. Mais en écrivant, vous soignez aussi, vous soignez vous, mais finalement, je crois que vous soignez beaucoup les lecteurs, dans tous les sens du terme. Daniel, toi, tu as écrit en dehors de ces histoires de traces, d'héritage? Non, je ne pourrais pas. Pour moi, c'est très central. Même si j'essaie à écrire des autres choses, ça revient toujours. Et je crois que surtout les relations avec les parents sont très, très importantes dans mes livres. Et la façon qu'on m'a éduqué, mes parents, ça m'a marqué beaucoup parce qu'ils étaient très, très communistes en fait. Ils sont allés au Cuba pour me faire. Donc, et ils voulaient m'appeler Fidèle au début, mais ils ont changé d'idée. Je suis Daniel, j'étais presque fidèle. Mais en grandissant, j'ai entendu beaucoup parler, je sais pas, des sujets sociaux, des sujets de communauté. Et donc la trace de l'éducation, c'est très important pour moi. Et aussi la trace de l'origine même biologique. J'ai fait aussi ma preuve d'ADN. Ah oui? Et c'était vraiment bizarre. C'était quelque chose comme 40% espagnol, mais puis 22 personnes indigènes mexicains. Et puis on mélange là de portugais, juifs, un peu de tout. Donc c'est très intéressant ça. Oui, c'est ça. Une drôle d'impression quand même quand on reçoit. Oui, c'est bizarre. Gracias. Gracias. Alors j'ai pas fait exprès, mais j'ai fait 1 heure pile. Je comptais pas faire plus et je trouvais que c'était bien, surtout que je voulais un petit peu laisser le faire open mic aussi. Donc si vous avez quelques questions à leur poser, c'est tout à fait possible. Et puis après, on pourra rejoindre éventuellement le stand de la librairie. Et je vois qu'il y a des petites choses aussi qui ont été préparées très gentiment par tout le personnel qui nous accueille et toute l'association. Donc on pourra faire un petit moment convivial juste ensuite, avant d'aller nous coucher. Je vous remercie infiniment pour votre attention et votre qualité d'écoute. Comment ça se passe? Alors, à qui? La première question est toujours la plus difficile, mais quelqu'un va... Ah, ben voilà. Est-ce qu'il y aura un film de prévu sur les livres? Un film pour les enfants prévenants qui ne veulent pas lire? Il y a plusieurs projets de films, d'adaptation de mes livres. Il y a 15 morceaux qui va être adapté. La couleur de l'agonie, qui est le polar que j'ai écrit pendant
j'écris, on me dit que j'ai une écriture très cinématographique en fait, on voit les images, parce que moi-même je les vois avant que le lecteur les voit. Donc j'espère, j'attends, mais ça c'est pas de mon ressort. Moi je sais que c'est très très long, très compliqué, l'adaptation, ça mobilise beaucoup de moyens et puis beaucoup de monde. Donc moi je suis toute seule dans mon coin à écrire, je peux réaliser cette œuvre toute seule, mais quand il s'agira de faire un film, ça demande beaucoup. Et j'ai travaillé sur le scénario de 15 mensonges. Nous sommes 2 scénaristes et j'ai travaillé sur le scénario. Nous sommes en train de chercher un producteur. Et voilà, une productrice, oui. Et pour monsieur? Bon, merci. Et au moment où je travaille dans un scénario, mais pas sur un roman, mais sur une nouvelle que j'ai écrite, qui se passe à Tijuana, donc sur la frontière avec les États-Unis, parce que ma mère, elle habite à Tijuana. Et c'est une histoire d'une femme qui déménage de la ville de Mexico à Tijuana pour oublier son passé. Et je travaille sur le scénario avec une amie à moi qui connaît mieux ce monde, parce que c'est très, très différent d'écrire les scénarios. Et c'est bizarre parce qu'il y a quelques années, j'ai fait un film, mais comme comédien. J'étais choisi comme comédien. Je ne suis pas comédien, mais j'étais dans une fête et quelqu'un m'a dit tu as un visage intéressant. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je ne demandais pas. Et on m'a choisi pour être le comédien principal du film. Et c'était très bizarre parce que c'était un film sur les halcones, sur les fauconnières. Ah oui. Et donc j'ai dû apprendre à chasser avec des faucons. C'était vraiment intéressant. Et maintenant, je suis en train d'écrire un roman sur ça. Donc, au lieu d'être adapté, je suis en train d'adapter le film au roman, à l'écrit. Tu n'as pas continué ta carrière de comédienne? Non, c'était horrible. Non, parce qu'il faut répéter, il faut faire des choses autant de fois. C'est vraiment fatigant. Il faudra penser à nous pour la traduction. Le prochain film, pensez à nous pour la traduction. Oui, bien sûr. Ça serait bien. Une autre question? Oui, faites passer. Alors, j'ai admiré la façon dont vous faites le lien entre le présent, vous êtes entre l'ADN, pour faire montrer ce qui a changé à travers les siècles. Vous êtes arrivé en Afrique et vous arrivez ici. Donc, est-ce que quelque part vous n'êtes pas en train de rechercher une certaine identité quelque part? Est-ce que vous ne recherchez pas? En fait, parmi tout ce qui change, ce qui ne change pas, alors que tout évolue, plutôt peut-être ce qui évolue sans changer. Wow. Vous avez 4 ans. Absolument. C'est une question. Je me suis posé cette question et je pense que j'ai répondu moi-même à la question que je me posais. Mais qui sommes-nous, gens de Guadeloupe, qui sommes-nous? C'est une question sur l'identité peut-être. Pour dire voilà, on vient de là. On est ça maintenant. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ce dont on a hérité? C'est une question sur l'identité aussi. Hein. Pendant très longtemps, vous savez, on m'a reproché de ne pas avoir d'identité, de ne pas être une authentique guadeloupéenne, parce que je suis née à Paris. Mon père, il était dissident. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé les petits échanges que nous avons eus sur ceux qui sont partis faire la guerre. Mon père, il est parti à l'âge de 19 ans pour répondre à l'appel du général de Gaulle. Il est entré dans la dissidence. Et à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, il a fait carrière dans l'armée française. Et après, il a fait les colonies, l'Afrique, il a fait des guerres
la guerre d'Indochine. Vous voyez, et donc il s'est marié avec ma mère qui est une Guadeloupéenne. Il l'a ramenée en France dans les années 50. Moi, je suis née en 1956. J'ai grandi dans un quartier de la banlieue, dans la banlieue parisienne. Je suis née à Paris, mais voilà. Et j'ai écrit sur ma grand-mère parce qu'elle est venue vivre avec nous dans cet appartement de la banlieue parisienne. Grâce à ma grand-mère, j'ai entendu la langue créole dans mon enfance. Mais moi, je répondais en français. Parce qu'à l'époque, les enfants des Antillais, ils parlaient pas le français. Les parents ne s'adressaient pas à leurs enfants en langue créole. Alors, après, je suis arrivée en Guadeloupe à l'âge de 14 ans. Et heureusement que j'avais eu la langue créole de ma grand-mère dans l'oreille. Parce que vous savez ce que c'est, hein, on est là, on comprend tout un peu à moitié, quoi. Tous les enfants sont en train de rire autour de vous et vous dites, mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi on ne comprend pas pourquoi les gens rient? Voilà. Donc, on m'a reproché pendant longtemps de ne pas être une authentique Guadeloupéenne. Alors, voilà, je me suis beaucoup cherchée, mais maintenant je me dis, je ne pouvais pas changer l'histoire de mes parents. C'est l'histoire de mon père, c'est l'histoire de ma mère. Je viens de cette histoire-là. C'est mon histoire, je ne vais pas la renier, je ne vais pas avoir honte d'avoir peut-être parfois des mots qui me manquent en langue créole. C'est une conversation aussi que j'ai voulu engager avec la jeunesse de la Guadeloupe. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Au niveau de l'identité, est-ce que les jeunes d'aujourd'hui ont conscience vraiment d'être dans cette histoire-là, dans cette grande histoire? Je ne sais pas. En 2010, Madame Taubira a parlé de l'esclavage. Elle a fait voter des lois. On sait que l'esclavage, c'est un crime contre l'humanité. On se réapproprie petit à petit cette histoire, mais elle a été écrite par qui au départ? Par les maîtres. Donc, c'est ma contribution. Ce livre, c'est une contribution pour dire, voilà, peut-être que, voilà, on n'est pas tous descendants de princes et de princesses en Afrique, mais on a des racines là-bas. De plus en plus de Guadeloupéens vont au Bénin. Je ne sais pas si vous avez, il y a cette mouvance-là, il y a quelque chose, et qui s'installe, hein, s'installe au Bénin. Il y a un retour en Afrique qui n'est pas le même que celui des années 70. Hein, beaucoup d'Antillais, comme Marie Scondé par exemple, je pense, elle avait fait ce retour en Afrique. C'est une autre façon de retrouver le pays des ancêtres. Voilà, donc c'est cette... Il faut savoir qu'on vient de là-bas. Je parle des afrodescendants. Permettez. Moi, ce n'est pas une question, c'est plutôt un constat. Parce que moi, j'ai été surpris lorsque vous avez dit que vous sortez du milieu psychiatrique. Et lorsque j'entends que vous dites que vous êtes en retraite, moi, je ne vois pas la personne qui a... Je vois une jeune demoiselle devant moi. Je me dis peut-être qu'écrire, ça permet de rester jeune. Merci beaucoup, merci pour ce compliment. Mais c'est vrai que je me considère comme une grande dame, une vieille dame, une dame âgée en tout cas qui a... Je pense aux années 50, je suis née en 1956. Quand je rencontre les jeunes dans les écoles, je leur dis, mais moi je suis du siècle passé. Ils ne savent pas, les années 50. Quand je suis arrivée en Guadeloupe, il y avait, en 1970, la case de ma grand-mère n'avait pas d'eau courante, n'avait pas d'électricité, n'avait pas de cabinet de toilette. Chez ma grand-mère, il y avait de la terre battue, un toit de tôle comme ça. C'était pas si loin, hein. Et en fait, je suis contente d'avoir quand même connu cette période-là. Ça paraît incroyable là aujourd'hui, hein.
d'avoir connu cette période-là en Guadeloupe. C'était tellement différent, mais en même temps, on n'avait pas toute cette technologie-là qui parasite nos enfants, notre jeunesse, qui les déconnecte de la réalité. Moi, j'ai beaucoup aimé, quand j'étais enfant, aller m'asseoir près de ma grand-mère et je lui demandais de me raconter comment c'était. Et là, maintenant, on n'a pas le temps parce que je me retrouve avec beaucoup de jeunes, ben, ils sont avec leur portable. Ils sont avec leur portable et puis ils s'intéressent, ils sont un peu là, hors sol, quoi. Hors sol. Voilà, bon. Je parais un peu nostalgique d'un temps passé. J'ai pas dit que c'était le paradis, mais on était au contact d'une certaine... On dit dans la réalité, quoi. On dit que c'était le bon vieux temps. C'était un autre temps, c'était difficile, mais... Excusez-moi, justement, je profite de l'occasion parce que moi aussi j'ai éprouvé le besoin d'écrire un roman sur les années 50-60 en Guadeloupe. Et c'est le temps de ma jeunesse et je pense qu'il faut de temps en temps essayer de laisser des traces aussi, c'est important. Ça s'intitule Brisure de vie. Bonsoir, j'ai trouvé ça magnifique. Franchement, merci à tout le monde, tous les trois. Et j'ai une question. Ça concerne un film en fait qui s'appelle Maria Full of Grace. C'est sur une... je ne sais pas si vous l'avez vu. Ouais, donc c'est un film à voir en fait. C'est un film qui est... Voilà, c'est ça, c'est sorti il y a très longtemps. Maria Full of Grace en anglais, mais je ne sais plus comment ils l'ont traduit en français. Pleine de grâce, c'est ça. Et voilà. Et oui, j'ai fait un peu de recherche. Alors en fait, ça se passe en Colombie, mais je pense que du coup, elle part à Cuba. Je l'ai vu il y a très longtemps. Je me souviens plus, mais c'est je crois qu'il y a une fille colombienne qui va aux États-Unis. C'est mais ça. il n'y a pas un moment où elle passe par Cuba. Il passe par quel je sais plus. Mais en tout cas, j'ai pas encore lu, mais quand vous étiez en train d'expliquer, je voyais des images de ce film. Voilà. Et je voulais moi parler du processus créatif, parce que c'est vrai que je suis artiste aussi, moi plutôt visuel et plasticien. Mais je voulais vous poser la question par rapport à votre processus créatif quand il y a beaucoup à dire. Mais essayer de tout mettre en un. Comment vous arrivez à faire le tri ou savoir mettre en priorité ou quoi que ce soit. Enfin, qu'est-ce que vous pouvez partager sur le processus créatif de l'écriture? Parce que, ah oui, une dernière chose, c'est que je suis très inspiré, moi, vu que je suis de Saint-Martin, toujours été bilingue, les jeux de mots. Donc, je voulais savoir si vous, les jeux de mots, je ne vous ai pas encore lu, hein, mais est-ce que ça fait partie du processus créatif? Alors, merci. Le processus créatif. Le processus créatif, oh là là, j'ai pas de technique. Je n'ai pas de technique. Je me pose. J'ai l'histoire qui est dans ma tête. Et l'histoire, je sais qu'elle connaît le chemin. Tout à l'heure, j'ai commencé à vous dire que je suis dans une forêt, j'avance, je ne sais pas où je vais, vraiment où je vais. Hein. Je ne sais pas qui je vais rencontrer, quel personnage. Est-ce qu'il y aura un animal là qui va me sauter dessus? Est-ce qu'il y a un bandit dans un coin? Est-ce que je vais prendre mes pieds dans les racines d'un arbre? Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Donc, j'avance et j'ai appris au fil des années que je ne devais pas avoir peur. Je dois avancer. Comme une voiture, vous voyez, qui fonce dans la nuit avec les phares. On ne voit pas toute la route, on voit un petit bout de route à chaque fois comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, avoir cette confiance. Et donc, j'ai vraiment la confiance. Je sais que je vais arriver au bout. Il y a des endroits dans mon esprit qui connaissent déjà
le chemin. Et les personnages eux-mêmes, s'ils sont venus, c'est comme si... voilà, ils vont se dépêtrer, ils vont trouver un moyen d'exister, ils vont donner du sens à leur présence dans le roman. C'est important, c'est pas des personnages comme ça, comme des figurants. Voilà, il est là parce qu'il a une raison. Et parfois je découvre que tel personnage s'était présenté à moi, ah mais parce qu'il devait jouer ce rôle-là. Et moi-même je dis, ah d'accord, c'est pour cette raison, mais je pense que vous comprenez. Vous comprenez, c'est un peu... Se laisser surprendre. Je sais pas comment on peut dire ça, c'est mystique. C'est un peu mystique, mais c'est le processus de création. C'est ça. J'avance, mais je fais confiance. J'ai toujours terminé un livre que j'ai commencé à écrire. Même si je reviens énormément sur mon écriture, je relis beaucoup. Au début, j'écrivais à la main sur des cahiers. Ensuite, je suis passée à l'ordinateur et ça change tout pour moi. Parce que je n'arrivais des fois pas à me relire quand j'écrivais à la main, parce qu'il faut écrire vite. Les idées arrivent, mais des fois comme des vols d'oiseaux, il faut écrire tous les mots. Et après, je n'arrivais pas à me relire. Ou alors, vous connaissez cette image des idées qui arrivent et puis qui pètent comme des bulles de savon. Tu n'arrives pas à les attraper. Mais c'était quoi l'idée? Qu'est-ce que j'avais? Voilà, donc, il faut... C'est un jeu, c'est beaucoup de joie, parce qu'on parle de douleur aussi. Des fois difficile de sortir le texte, mais moi j'ai beaucoup de jubilation quand j'écris. Je suis là, je ne sais pas ce qui va arriver. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'écrivais un livre qui s'appelle Monde Capresse, et chaque jour je racontais ce que j'avais écrit à ma fille. Et un jour elle me dit, bon, et après qu'est-ce qui va se passer? Je dis, je ne sais pas, je te dirai demain. Je vous assure. Donc, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, le processus de création. Il faut un peu se laisser aller. Et puis se laisser pénétrer par quelque chose comme ça qui va... Une petite voix à l'oreille, un mot qui surgit. Voilà. On avance des fois à tâtons, parfois on avance à toute vitesse, parfois les choses arrivent par vagues. Mais ça, il faut capter les choses. Et pas être dans une attitude rigide, pas être dans la rigidité. Voilà, je vais écrire 5 pages aujourd'hui. Des fois j'écris une page, une demi-page, des fois je peux écrire 8 pages. Tu vois, chaque jour tu ne vas pas dire bon j'écris, je ne sais pas. Mais il faut rester assis. Il faut rester là et attendre. Non? Vas-y, rester assis. Non, c'est vrai parce que il faut rester assis, c'est ça. Mais à cause de ça, il faut aussi faire des exercices pour être capable de rester assis aussi de temps. Mais pour moi, c'est un peu comme ça. Il faut seulement savoir un petit peu. Je ne sais exactement où je vais. Je ne connais pas la fin quand je commence à écrire. Mais à un moment donné, d'un coup, je vois la fin. Normalement, quand je suis vers la moitié du roman, je peux intuire, je peux sentir la fin venir, et j'ai une sorte de révélation de la fin. Et donc, je sais où je veux aller. Oui. Et il faut aussi, pour moi, c'est très important d'être très perméable, de se laisser influencer par les choses qui arrivent dans la vie et pendant l'écriture. Donc si je vois un film, si je lis quelque chose, et d'une certaine façon tout est lié, tout est relié au roman, tout participe du roman. C'est le temps. Oui, et puis une fois que j'ai écrit tout, et j'essaie à lire tout le roman à voix haute pour entendre le rythme du langage et aussi pour savoir si c'est ennuyant. Parce que des fois, il y a des passages qui sont ça je n'ai pas besoin de ça, c'est très long, c'est très...
ennuyant, plat. Donc c'est ma façon de méditer, c'est de lire à voix haute. Ou comme une danse. Ou de danser. En fait, avec ce roman, j'ai dansé beaucoup parce que j'étais à Cuernavaca, j'avais un jardin. Donc j'ai sorti pour danser, je me filmais avec l'ordinateur et je filmais mes improvisations, mes danses. Et puis j'ai rentré chez moi pour voir la vidéo et pour décrire les mouvements de la vidéo. Donc c'était une façon de... Parce que sinon, ça peut être un peu lourd aussi de passer des heures assis. Donc moi j'ai besoin toujours de bouger, de danser. Merci beaucoup. Sabrina, on peut lever la séance?